À une époque, j'avais carrément une prof qui me prenait dans le bureau pour me mettre sur la balance en me disant t'as facile 10 kilos à perdre. Et j'étais déjà mince. Je dis mais comment c'est possible en fait. Et tu regardes autour de toi et forcément tu te compares aussi aux autres. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Katrina Patchett. Danseuse professionnelle, révélée au grand public dans Danse avec les stars, tu as grandi dans un univers où le corps est un outil de travail, un objet de regard, un terrain de pression. Dans ton livre Mon corps, mon combat, publié aux éditions Fayard, tu racontes ton combat contre la boulimie et la dysmorphophobie. Mais au fil des pages, on comprend que l'histoire ne commence pas avec la danse. Dans cet épisode, on va parler de troubles alimentaires, de pression liée à l'apparence, mais surtout de la manière dont un traumatisme peut venir fissurer le rapport à son corps. On parlera aussi de reconstruction, de pardon et de transmission. Salut Katrina et merci d'être là. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Moi aussi, je suis super contente de te recevoir et j'ai une première question qui est comment tu vas et si tu étais une émotion, laquelle tu serais? Oh je suis très heureuse, je vais très très bien. Je pense que vraiment aujourd'hui, je suis apaisée, je vais bien. Parfait. Et oui, je suis heureuse tout simplement. Si tu étais une émotion, le bonheur? Pas le bonheur, oui. Franchement, la positivité. Mais ça se voit, c'est sur la joie de vivre. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katrina Patchett. Je suis notamment connue pour mes participations sur Danse avec les stars. Ça fait depuis la saison 1, donc ça fait 15 ans maintenant que je fais Danse avec les stars. Mais en dehors de ça, je fais plein d'autres choses. Je viens d'Australie déjà, donc je suis née en Australie, puis je suis danseuse et chorégraphe professionnelle, entre d'autres maintenant, mais de base, je suis connue pour ça. Et justement, tu es née dans une famille de danseurs professionnels. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie depuis toute petite d'en faire ton métier? C'est sûr, en étant née dans une famille des danseurs, ça m'a tout de suite donné cette passion en les regardant donner des cours. Mon père, c'était vraiment mon inspiration et en le voyant, c'était une évidence pour moi d'essayer de reproduire la même carrière ou une carrière tout court là-dedans. Quand on grandit dans cet univers, le corps devient finalement un outil de travail. Comment, quand tu étais jeune, tu as appris à regarder le tien? Alors, au début, je faisais pas du tout attention à tout ça. Je dansais comme si personne me regardait. C'est au fur et à mesure, vu qu'on fait un métier non seulement de sportif, mais aussi d'image, auquel l'image est extrêmement importante. C'est avec les critiques que j'ai commencé à avoir une autre vision de mon corps, ça c'est sûr. Et justement, quand on est enfant, qu'est-ce que ça fait d'entendre des critiques sur son poids quand soi-même, finalement, on n'y fait pas attention? Honnêtement, quand on est enfant, je pense qu'au début, on ne comprend pas forcément, parce que c'est nos premières réflexions de vie, donc on pense peut-être que c'est pareil pour tout le monde, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, et fur et à mesure, ça s'accumule avec plein de choses, que ce soit les critiques ou que ce soit aussi des actes. Et puis au final, petit à petit, on commence à s'aimer un petit peu moins. Dans ton livre Mon corps, mon combat, tu racontes aussi un traumatisme que tu as porté en silence pendant des années et qui finalement a profondément bouleversé le rapport à ton corps alors que tu n'étais encore qu'une enfant. Quand tu as 12 ans, c'est une personne que tu admires qui a abusé de toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que cet événement a changé en toi? Cet événement a changé énormément de choses en moi parce que je pense que c'est réellement à ce moment-là où j'ai compris que mon corps n'a pas été respecté. Pourquoi je devrais respecter mon corps si personne d'autre le respecte? Ça a accumulé aussi avec plein d'autres critiques par avant et aussi après. Et avec du recul, aujourd'hui, je pense que j'ai été malade avant de passer à l'acte de la boulimie, en fait. Psychologiquement, j'avais pas une bonne relation ni avec mon corps, ni avec la nourriture.
C'est pas parce qu'à 15 ans, je passais à l'acte de la boulimie que je n'étais pas déjà un peu perturbée avant. Je pense que j'étais déjà malade avant l'heure, quoi. Et quand on vit une agression à cet âge-là, est-ce qu'on est en capacité de comprendre ce qui se passe vraiment? Alors, je peux que parler de mon cas, hein. Je pense que chaque personne, chaque histoire est différente. Mais moi, je comprenais ce qui se passait, oui. Je comprenais ce qui se passait. Je savais qu'on rentrait dans une intimité où il fallait pas. Ça, c'est sûr. Et on se dit toujours que si ce genre de choses m'arrive, je vais réagir de telle manière. Que moi, je pensais, déjà même à 12 ans, je pensais être une femme assez une fille, hein, confiante, avec du caractère. Mais dans ces moments-là, en fait, tu deviens complètement figé. Très fragile. Tu comprends ce qui se passe, mais tu dis, mais c'est pas possible que c'est en train d'arriver, en fait. C'est très étrange comme... Une dissociation, finalement. Bah oui, c'est comme si, en fait, tu es en train de regarder en dehors de ta personne et tu es incapable de parler, de bouger, parce que c'est improbable ce qui est en train de t'arriver, en fait. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti? De la colère, de la peur, de l'incompréhension? De l'incompréhension, tout simplement. Pourquoi quelqu'un qui était censé être une figure importante dans ma vie, quelqu'un que je respectais, quelqu'un que... Voilà. Pourquoi me faire ça? Dans ton livre, et tu l'as redit tout à l'heure, cette phrase très forte qui est « Comment je peux respecter mon corps si personne ne le respecte ?» Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi? Ça signifie le fait que, pas que à cause de cet épisode, mais plusieurs épisodes dans ma vie m'ont fait comprendre que peut-être mon corps n'était pas fait pour faire ce métier. Et vu que j'étais tellement passionnée de la danse, c'était impossible d'imaginer que je ne pouvais pas le faire à cause de mon corps. Donc, je n'aimais pas mon corps parce que peut-être que peut-être mon corps n'allait pas me donner les moyens de vivre de ma passion. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai fait des choses extrêmes pour plaire, pour rester dans ce milieu. J'ai pas pris un bon choix, ça c'est sûr. Je pense que, avec du recul, j'aurais dû peut-être le faire autrement, ça c'est sûr. Mais je m'aimais pas, j'aimais pas mon corps. Tout ce que je voulais faire, c'est de la danse et je pensais que mon corps allait m'empêcher. Et justement, la boulimie commence vers 13 ans. Quels sont les premiers signaux? Les premiers signaux de la boulimie, c'est... en gros, après chaque repas, on commence à passer à l'acte, à se faire vomir. Et puis, petit à petit, ça commence à devenir, à être de plus en plus souvent. On a constamment faim, donc on mange plus. Donc, pour reprendre le contrôle, on replonge dedans et ça devient un espèce de cercle vicieux. Le pire, c'est qu'au début, forcément, tu as des résultats parce que ton métabolisme n'a pas encore eu le temps de ralentir. Donc, tu perds du poids. Et tout mon entourage, ceux qui me disaient qu'il fallait que je perde du poids et tout ça, et selon eux, je perdais pas assez vite, ils étaient tous contents. Ils ont vu des résultats sans savoir ce que je faisais. Donc forcément, ça m'a encouragée de continuer à le faire. Justement, tu le caches à tes proches, cette boulimie? Bien sûr, c'est le plus grand secret. C'est le plus grand secret. Et pour manque une meilleure phrase, c'est je portais un poids énorme sur les épaules pendant des années et des années. Parce que c'est un sujet, c'est quelque chose de tabou. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais, mais ça marchait. Et je me suis dit, tout le monde est content et moi je mange ce que je veux. Et puis je continue à perdre du poids et tout mon entourage est content parce qu'il voit des résultats de la minceur. Donc je pensais avoir trouvé le meilleur régime du monde, quoi. Et comment on se sent si jeune quand on se retrouve obligé de mentir à sa famille, à ses proches et de porter ce secret finalement? Je pense qu'il y a un espèce de déclic psychologique qui est en nous, c'est que
j'ai raisonné, entre guillemets, avec moi-même en me disant, c'est ce qu'il faut faire pour ton métier. Et à partir du moment où personne ne le sait, ça peut faire du mal à personne. Et pendant tes crises de boulimie, tu évoques un peu une dissociation, finalement, comme ce que tu as pu connaître pendant ton agression. Est-ce que c'était les mêmes mécanismes, une manière de te protéger et d'être là sans être là? Alors, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, je pense que oui, tu as raison, mais moi, c'était surtout que je peux pas le comparer à l'abus, parce que l'abus m'a vraiment fait du mal, que la boulimie me faisait plus de mal à un moment donné. J'étais tellement habituée à le faire. C'est devenu une obsession, mais c'est devenu aussi tellement habituel. Comment on respire, comment on va aux toilettes, comment on fait... Enfin, voilà, des choses normaux dans la vie. C'est devenu juste une partie de... je mange, je vomis, quoi. Est-ce que tu as fait le lien direct avec le recul ou est-ce que tu le faisais déjà à cette époque-là entre ton agression et la boulimie qui est apparue quelques mois plus tard? Le lien entre les deux est venu beaucoup plus tard, oui. C'était en faisant de la thérapie. La thérapie, en faisant le livre aussi, m'a beaucoup aidé à mettre des choses dans l'ordre. Que ce truc-là est en lien avec ça et tatati tatata. Parce que quand on voit les psychologues pour régler un souci, on doit bien évidemment comprendre d'où ça vient. Mais on ne va pas forcément dans l'ordre des choses. On doit régler certaines choses, oui. Par exemple, l'abus, qui en fait partie, mais aussi les critiques et le métier qui est quand même très, très dur. Mais c'était uniquement en faisant le livre où j'étais obligée de tout chronométrer. Je dis, oh waouh, ce truc-là n'était pas arrivé par hasard parce qu'il y a eu ça. Donc ça a mis les pièces du puzzle un peu ensemble. Oui, parce qu'en fait, très souvent, les troubles alimentaires, on se dit, c'est l'image. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus profond et il faut aller soigner les causes, finalement. Exactement, parce que c'est quand même... c'est une maladie, mais c'est aussi très psychologique. Et comment tu as trouvé la force de parler de ton agression? Ça, c'est une très bonne question, parce que de base, je ne voulais absolument pas en parler, parce que difficile. Je ne voulais pas que ça devienne le sujet du livre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le livre, j'en parle très peu. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est pas le sujet. C'est juste que ça n'a pas aidé ma situation. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle parce qu'il y a un vrai lien avec mon corps. Sauf que j'ai hésité énormément de mettre ça dans le livre. Et la manière dans laquelle j'ai raisonné avec moi-même, c'était si tu fais un truc, tu le fais à 1000%. Si tu vas tout dire et tu veux pas que ce sujet reste un sujet tabou, il faut prouver aux autres que toi-même, t'en es capable. Même si c'était pas facile, j'ai hésité longtemps à parler de ça. Mais au final, je trouve que ça fait vraiment partie de l'histoire et que c'est utile pour les autres de l'entendre. Ton histoire aurait peut-être été incomplète finalement s'il manquait cette petite pièce du puzzle. Probablement, oui. Et ça t'a fait du bien de pouvoir te libérer à ce sujet-là? Ça m'a fait peur. Ça m'a fait très, très peur. Au final, j'en ai parlé à ma famille, tout, et puis surtout à ma mère. Et puis elle m'a dit, si tu sens le besoin, tu penses surtout que ça peut faire du bien aux autres, courage, fais-le. Parce que tu as parlé de ta boulimie à tes proches avant de parler justement de ce qui s'était passé? Non, pas forcément. Il y a la boulimie est arrivée plus tard. Donc l'axe de la boulimie est arrivé plus tard. Donc oui, dans l'ordre, je saurais pas trop comment te dire, parce que l'abus, j'en ai parlé à très 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 peu de personnes. La boulimie aussi, jusqu'à maintenant où je me dévoile à toute la France. Oui, là. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui nous écoute, justement, qui a vécu un trauma et qui sait pas quoi faire aujourd'hui? Je pense que des gens qui vivent des choses similaires devraient vraiment... le conseil que je peux donner à tout le monde, parce que je ne suis pas du tout médecin, mais si je peux parler par rapport à mon propre vécu, je pense que j'aurais dû en parler plus tôt. J'ai gardé ça pendant beaucoup trop longtemps et du coup, pour s'en sortir, c'est beaucoup plus difficile.
Et si on a peur de parler à nos proches, il faut trouver quelqu'un peut-être neutre. Il faut trouver quelqu'un, en tout cas. Il faut commencer son chemin en parlant. De garder ça pour soi, ça peut que empirer les choses. Et il faut se libérer de cette angoisse quelque part. J'en profite pour rappeler que si vous êtes victime ou témoin d'une situation de violence, vous pouvez contacter le 3919. Et comme l'a dit Katrina, il ne faut pas rester seul avec ça, il faut vraiment en parler. Surtout, ce qui est super bien sur ces call lines, c'est qu'on peut être tout à fait anonyme, en fait. On n'est pas obligé si on n'est pas prêt, de vraiment concerter le problème, le souci, en admettant vraiment, c'est moi, je m'appelle un tel et j'ai ce souci-là. Là, on peut commencer déjà à se renseigner. C'est un premier pas. Un premier pas, c'est toujours un pas vers l'avant. On va revenir un peu sur le sujet de la danse. On l'a dit, c'est un milieu très exigeant sur l'apparence. Comment ça se manifeste dans ton quotidien ? Le quotidien, à l'époque, quand je faisais la compétition, c'était quand même 8 heures d'entraînement par jour. Un rythme extrêmement physique. On voyageait énormément parce qu'on faisait ça à l'international. Des compétitions quasiment tous les week-ends. C'est vraiment un quotidien de sportif de haut niveau. Et qu'est-ce que tu ressentais à cette période où tous les jours, finalement, on te parlait de ton poids, de ton corps, et c'était vraiment le sujet C'était... je faisais semblant d'être constamment au régime pour plaire, pour montrer que je faisais un effort et pour cacher surtout le vrai sujet, quoi. Et quand on a un rapport déjà abîmé avec son corps, est-ce que tu penses que c'est des environnements comme ceux-là, mais je pense qu'il y en a d'autres, on parle de la danse, mais je pense que tous les sports de haut niveau, finalement, il y a un peu ce rapport-là, ça peut devenir un terrain dangereux pour des personnes qui sont un peu fragiles? Je pense que oui, bien sûr que ça peut devenir dangereux, surtout quand on est passionné, on est prêt à tout faire pour y arriver. Moi, c'est vrai que pour ma part, je ne peux pas dire aujourd'hui que je regrette. La danse, c'était tellement, tellement important pour moi que si je n'arrivais pas à y vivre de ça, à faire de ça mon métier, je savais que j'allais être très malheureuse. Et justement, tu le rappelles dans ton livre que dans ce milieu-là, finalement, les troubles alimentaires, c'est presque banalisé. À quoi tu assistais au quotidien quand tu voyais peut-être d'autres danseuses et peut-être danseurs? C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais ça doit toucher sûrement les hommes. Oui, c'est sûr que les hommes sont aussi concernés, ça c'est sûr. C'est vrai que on n'en parlait pas, en fait. C'est que même si on se doutait qu'un tel ou un tel avait peut-être des soucis avec ça, mais c'était pas un sujet auquel on parlait. Surtout que j'espère que ça n'arrive plus aujourd'hui, mais surtout à une époque, j'avais carrément une prof qui me prenait dans le bureau pour me mettre sur la balance en me disant t'as facile 10 kilos à perdre, et j'étais déjà mince. Je dis mais comment c'est possible en fait? Et tu regardes autour de toi et forcément tu te compares aussi aux autres. J'en parle également dans le livre du miroir qui est en face. Nous, le miroir, déjà, c'est pour se critiquer, pour se remettre en question, ce miroir. C'est pour corriger les défauts. Et en plus de ça, quand on ne se sent pas à l'aise avec son corps, mais on est obligé de le regarder dans le miroir tous les jours, non seulement on critique les défauts de la danse, mais on voit que, on devient obsédé par l'image qui est en face de nous, qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas assez bien. En fait, on est sans cesse en confrontation avec son corps, on l'aime jamais. On se compare aux autres, mais on se compare tout le temps à nous-mêmes. Que, oh là là, mais ce que je vois, je n'aime pas. C'est pas assez bon. Et je parle surtout de la technique. Quand je voyais ma technique dans la miroir, je dis non, c'est pas bon. On le refait. Mais en même temps, j'ai l'image de mon corps en face que je n'aimais pas non plus. Donc ça fait beaucoup. T'as aucun souvenir où tu aimais ton corps à cette période-là? Non. Et aujourd'hui, tu arrives à l'aimer? Aujourd'hui, je l'aime. Ah. Nous sommes amis. Je l'aime beaucoup. Surtout, je le remercie parce que je lui ai fait beaucoup, beaucoup de mal. Et il m'a soutenue. Donc, ça, c'est vraiment cool.
Tu as changé plusieurs fois de partenaire de danse quand on suit un peu ton parcours. Oui. Et à chaque séparation, tu parles comme d'un sentiment d'abandon. Est-ce que ça a réveillé des choses en toi? C'est sûr que c'est les échecs qui n'ont pas aidé non plus, les échecs en général, hein, que ce soit l'échec d'une compétition ou de la fin d'une relation avec mes partenaires. À chaque fois, je pensais que c'est parce que je n'étais, encore une fois, pas à la hauteur. J'étais pas assez bonne, donc il fallait recommencer à zéro. Et ça a empiré aussi la maladie à ces époques-là, à ces périodes-là. En 2011, tu gagnes la première saison de Danse avec les stars. Tu es soudainement devenue une figure déjà, publique. c'est pas moi qui a gagné, c'est Matt Pokora, mais nous avons gagné C'est vrai, ensemble. avec Matt Pokora, tu gagnes la première saison. Et quel âge tu avais à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe pour toi quand tout à coup t'es exposée Je venais d'avoir 24 ans. Bah oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 39. Ok, ça me rajeunit pas. Je venais d'avoir 24 ans. C'était début 2011. C'était assez étrange comme période parce que moi, j'ai dansé toute ma vie. Et je vais dans un studio, je m'entraîne. Et ensuite, le jour du show, c'est le jour du show. Sauf que dans le public, il y a quoi? À cette époque-là, il y avait 300 ou 400 personnes dans le public. Mais moi, c'est normal de danser devant 300-400 personnes. Jusqu'à 1000, 2000, 3000 personnes. Enfin, voilà. Donc, moi, au Clébat, je faisais mon show, je rentrais à la maison, je continuais mes entraînements toutes les semaines. Et vu que Danse avec les stars, c'est une période tellement intense, on voit pas ce qui se passe dehors. On n'a pas vraiment de vie sociable pendant la saison. Et c'était uniquement après la finale, et je me rappellerai à vie. Je suis allée me balader à Montmartre avec ma mère qui est venue voir la demi-finale et la finale. Et une jeune fille, une petite fille avec son père, vient me demander une photo. Et je fais, une photo? Et c'est là où, en fait, j'ai eu le déclic. J'ai dit, tiens, il y a des gens qui ont vu ce machin. Tu te rendais pas compte de l'ampleur, finalement. Et ce jour-là, cette petite fille, c'était la première, mais il y a eu plusieurs personnes ensuite. Et là, j'ai fait, ah, d'accord. Et c'est là, vraiment, même si je savais, bien évidemment, je savais que ça passait à la télé. Je suis pas non plus conne, mais c'est là où j'ai vraiment réalisé. L'impact. Je pense que ma vie va peut-être changer un petit peu à partir de ce moment-là. La notoriété, justement, elle t'a obligée à faire attention à ton image en permanence. Comment ça a fait évoluer ton rapport à ton corps? C'est vrai que c'est pas évident parce que quand on sort le matin pour aller acheter une baguette, on peut plus aller en pyjama, quoi. C'est sûr que ça change pas mal des choses. Et puis on est exposé du grand public, ce qui n'a jamais été mon cas. J'ai que été exposée dans le milieu. Et c'est tout ce que je voulais faire d'ailleurs, c'est de juste être reconnue dans le milieu pour mon travail. J'ai jamais voulu être connue du grand public. C'est un peu arrivé par hasard. Donc c'est vrai que on est très très conscient qu'il y a constamment un regard sur nous, ce qui n'aide pas pour quelqu'un comme moi qui était encore en train de vivre de cette maladie. Et il y a eu les réseaux sociaux aussi par-dessus qui ont rajouté un regard... Ça, c'était un petit peu plus tard, en effet. H24 avec les commentaires. Est-ce que c'est difficile de guérir dans ces conditions quand tout le monde... C'est extrêmement difficile de guérir dans ces conditions, ça c'est sûr. Et c'est pour ça aussi, j'en parle dans le livre, que les gens ne se rendent pas compte à quel point le mot peut avoir des effets et des conséquences extrêmement graves. Extrêmement graves. Moi, aujourd'hui, je suis forte et je vis très bien. Mais quelqu'un qui est psychologiquement plus faible, ça peut les amener à faire des choses terribles. On a déjà vu du harcèlement entre des adolescents, que ça peut carrément amener des personnes à se suicider. Et c'est vraiment un message pour moi que je trouve ultra important à faire passer. Faites gaffe à ce que vous dites. Et si vous êtes capable de gratuitement aller sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens et d'être méchant gratuitement comme ça, vous avez certainement un souci avec vous-même. Donc, faut aller justement parler à quelqu'un. Faut aller régler ça.
parce que d'avoir envie ou que ça te fasse plaisir de faire du mal aux autres, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Enfin, on est d'accord. Ah oui, non, mais moi, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Même qu'on prenne le temps. Enfin, je me disais, on n'a pas de choses à faire que d'aller commenter. Même si tu le penses, t'es pas obligé de le dire gratuitement. Et toi, justement, aujourd'hui, t'arrives à faire abstraction de ces Aujourd'hui, commentaires? oui. Je peux pas dire que dans le passé, c'est pas quelque chose qui m'a touchée, hein. Mais t'es très souvent trop quelque chose. T'es trop belle, ou t'es trop moche, ou t'es trop fine, ou t'es trop grosse, ou t'es... Enfin, c'est... Donc, pour moi, il y a 3 catégories des personnes sur les réseaux. Et heureusement, il y a une 3e catégorie qui est sympathique. Mais il y a la catégorie des gens qui sont gratuitement méchants. Ça veut dire qu'ils ont forcément un souci de confiance en eux. Il y a la catégorie des gens qui sont ultra fans, donc peu importe ce que tu fais, et ils vont kiffer. Donc, c'est pas bien non plus. C'est pas sincère. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas bien dans leur vie, donc ils ont besoin de vivre via les autres. Et heureusement qu'il y a le juste milieu qui existe où les gens, que ce soit en message privé ou en commentaire, mais surtout en ce moment, les messages privés que je reçois d'une sincérité, des gens qui s'ouvrent, qui se dévoilent grâce aussi à mon histoire, de s'ouvrir à moi en me disant que moi aussi j'ai ces soucis. Votre livre m'aide beaucoup à réaliser que c'est quelque chose de grave. Voilà. Mais même sans parler du livre, il y a ce milieu, cette catégorie en milieu où il y a des gens qui sont bienveillants, où ils sont ultra sincères, où ils sont réellement là pour partager des bons ondes. Et puis voilà, si c'était pas pour eux, je ne suis pas sûre que je serais encore sur les réseaux. Mais c'est bien le rappel que tu as fait qu'en fait, on plaira jamais à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui nous trouvera trop ou pas assez. Moi, j'ai passé des années à vraiment au point où ça me rendait malade quand quelqu'un m'aimait pas. Et j'ai appris aujourd'hui qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est pas possible de plaire à tout le monde. Du coup, qui m'aime me suivre, c'est très bien. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave non plus. Il y a d'autres personnes auxquelles vous pouvez trouver votre admiration ou peu importe ce que c'est, ce que vous recherchez. Mais c'est pas très grave. Si moi, je suis contente de ce que je fais, déjà, c'est la première chose. Si je partage ça et ça plaît aux autres, tant mieux. Et si ça plaît pas, tant pis. Et tu le disais, tu reçois de nombreux messages suite à la sortie de ton livre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces messages? Ça me touche, mais tellement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point que leurs mots sont riches, pour ceux qui me disent carrément, qui me racontent aussi leur propre histoire, ou ce que ça leur fait, ou peut-être qu'ils ont un proche auquel ils s'inquiètent qu'ils ont des doutes que cette personne est en train de vivre la même chose et tout. Ça se voit que ça prouve qu'il y a des gens vraiment bienveillants dans ce monde. Et ça encourage, ça donne de l'espoir. Mais oui, j'imagine, c'est bien de pouvoir partager son histoire et de dire qu'elle a aidé d'autres personnes, que via ton histoire, il y a peut-être des personnes qui ont réussi à parler, à se faire accompagner, à sortir. C'est absolument la première raison pour laquelle j'ai fait ce livre. Je dis, si ça peut aider une seule personne, j'aurais déjà tout gagné. Et j'ai l'impression que ça commence à faire son effet sur pas mal de personnes. Donc ça, c'est tout ce que je voulais, en fait, parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et si ça peut donner du courage. Et on va revenir un peu justement sur le moment où tu as réussi à... Enfin, je pense pas qu'on puisse dire guérir, mais à vivre avec ta maladie. Pour revenir sur ton ex-compagnon, au départ, tu as caché ta maladie. Pourquoi c'est autant lié au secret et pourquoi tu as ressenti le besoin de le cacher? Je pense que c'est quand même très dur de dire à quelqu'un « Bonjour, enchantée, je suis bulimique ». Enfin, oui. C'est peut-être pas le truc le plus sexy au départ d'une relation. Mais assez rapidement, je lui en parlais, mais un peu comme si c'était dans le passé. Comme si t'étais passé déjà à autre chose. Donc, d'être à moitié honnête quelque part. Tu tâtais peut-être un peu le terrain, voir sa réaction. Exactement. Et
assez rapidement, ça faisait quelques mois peut-être qu'on était ensemble, je lui ai avoué pour ça, pour l'abus. Et je me rappellerai à vie, on était dans un pub, on était à O'Sullivan's, à côté de Moulin Rouge, et il m'a regardé, il me dit: «Mais t'as pas compris?» Je dis: «Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris?» Il dit: «Je t'aime». Et du coup, c'est là où je me suis dit: je peux vraiment envisager une histoire avec cet homme». Comment tu t'es sentie à ce moment-là et qu'est-ce que tu as ressenti de voir que quelqu'un acceptait finalement cette partie-là de toi? Moi, je pensais qu'il allait, Partir en courant? Ah je ouais. pensais vraiment, et c'est pour ça que je me rappelle à vie de cette conversation, parce que je lui dis: «Je commence à avoir des sentiments pour toi, mais j'ai pas envie d'être blessée, donc je vais te tout dire, et comme ça, si tu veux partir, la porte, elle est là». Et ce n'était pas le cas. Et ça nous a rapprochés beaucoup, bien Ça t'a évidemment. libérée d'un poids un peu de lui dire? Un peu, mais sauf que j'ai pas vraiment dit toute la vérité non plus. Et justement, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a permis, de sortir un peu de cette maladie? Sa mère, ma belle-mère, ex-belle-mère, mais ma belle-mère quand même. Parce que jusqu'au là, j'ai jamais vraiment pensé que, je faisais du mal à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même. Même quand ma propre mère l'a su, c'était: «Oh, c'est pas bien, faut que tu arrêtes». «Ah super». Et c'était uniquement quand ma belle-mère, quand elle a découvert, elle était dans tous ses états. Elle était complètement dévastée. Et je me suis dit: «OK, là ça va pas. OK, tu fais du mal à toi-même, ça c'est une chose, mais tu peux pas faire du mal aux autres». Et c'est là où j'ai commencé, ça a pris des années, hein, c'était très, très long, mais c'était le début de mon chemin de passer de l'autre côté de tout ça. Tu l'expliquais justement, c'est vrai que tu en avais parlé déjà à ta mère de ta boulimie et il me semble qu'elle t'a emmené voir un psy, justement. Oui, ma mère, c'est quelqu'un que je l'aime profondément, c'est la personne que je préfère le plus sur terre. Hem, mais c'est quelqu'un qui aime glisser au-dessus des choses, hein. C'est quelqu'un qui est très dans l'image. Donc tant que tout est beau, tout va bien. Peu importe ce qui se passe, en profondeur. Du coup, pour elle, elle pensait avoir fait son job. Elle m'a amenée chez la psy 2 fois quand j'avais 16 ans, et après elle m'a laissé partir à l'étranger, en fait. Je suis partie au Danemark quand j'avais 16 ans. Hem Et je pense que pour elle, oh c'est bon, elle a fait une thérapie, Et justement, c'est voilà. ça qui fait la différence avec ta belle-mère ou sur ta belle-mère, tu as vu l'impact que ça pouvait Ah avoir sur oui, elle? c'était Parce qu'on dit, c'était qu'il faut parler, je mais m'en finalement, voulais, mais tellement, de l'avoir vue dans cet état-là. Et j'ai dit: «Non, là, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de continuer comme ça, parce que cette femme, déjà, elle est sur cette terre pour être mère». C'était destiné. Hem et ce jour-là, j'ai vraiment compris, voilà, j'étais comme son enfant, j'étais un membre de la famille, et de la voir souffrir à cause de moi, à cause d'un acte, que j'ai fait, c'était plus possible de continuer ainsi, quoi. mais est-ce qu'en parallèle, ça t'a quand même fait du bien qu'elle le sache et de pouvoir trouver une oreille attentive? En parallèle, oui, en parallèle, ça m'a fait du bien évidemment. J'ai dit: «Bah, oui, bon, enfin quelqu'un qui s'en fout pas de ce qui se passe, quoi». Hem, mais j'avais très peur, parce que je savais à ce moment-là que j'étais obligée de commencer, le chemin vers, j'aime pas le mot guérison, mais parce que je trouve qu'on n'est jamais réellement guéri. On arrive à contrôler, ce qui est le cas aujourd'hui, mais de ne plus passer à l'acte, ça veut pas dire qu'on est guéri. Mais je savais à ce moment-là, oui, quand elle a découvert, que j'étais obligée de faire quelque chose, et j'avais très, très peur. Qu'est-ce qui t'a aidé du coup à t'en sortir? C'est médecin, psy, nutritionniste peut-être? Il y avait, surtout le médecin. J'étais obligée d'aller faire plein de tests, hein, pour être sûre que tout allait bien déjà. J'étais un peu en manque de certaines vitamines, des trucs comme ça, forcément, mais a priori, tout allait bien. Dentiste, bien sûr. Hem, Après voilà, toutes les prises de sang, et cetera. Mais surtout la psy, et de me sentir, la psy m'a appris à être,
à pas me culpabiliser si je replongeais. Et de pas se dire, OK, parce que tu replonges une fois, que c'est fini et tu continues comme avant. Parce que forcément, on peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr. Peut-être pour certains, j'ai jamais entendu une histoire, en tout cas, de s'en sortir de la boulimie de jour au lendemain. Mais peut-être je me trompe. Du coup, il fallait que j'accepte quand je repassais à l'acte. Et de compter le nombre de fois par jour, ensuite le nombre de fois par semaine, et de voir que ces chiffres-là, petit à petit, se sont diminués, en fait. Oui, parce que en fait, on peut pas dire replonger, mais tu as eu des moments où tu as ressenti le besoin de... Bien sûr. Mais finalement, ça voulait pas dire que tu n'étais pas en train de t'en sortir. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut l'accepter. Il fallait que je l'accepte quand je passais à l'acte. OK, ça va. Ça veut pas dire que tu vas le faire 20 fois aujourd'hui. Parce que ça peut peut-être être tu le hyper feras que 10 fois aujourd'hui. Et demain, ça sera peut-être 8 fois. Je sais pas. Mais chaque repas devenait... à chaque fois que je mettais quelque chose, en tout cas dans ma bouche, c'était une victoire si cette chose-là restait dans mon ventre. Et il fallait le voir plus. Et c'est ça que la psy m'a appris. De voir les victoires et non pas les échecs. C'est bien parce que ça peut être très démoralisant. Parfois, on peut se dire, bon, mince, en fait, je m'en sortirai jamais, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que pour moi, personnellement, le chemin a été extrêmement long. Quand ça fait 20 ans que tu te fais ça, forcément, c'est tellement habituel que... Et est-ce que parfois, comme tu dis que c'était très lié à ton métier, t'as eu peur que ça mette à mal J'ai eu peur tout ce du que changement de mon corps. J'ai eu très peur de ça. Que j'allais peut-être grossir d'un coup, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que ça a été très contrôlé. Et j'ai été bien suivie, et surtout l'entourage. Mes amis et la famille, et j'ai eu un soutien, mais absolument incroyable. Et de se sentir tout cet encouragement et amour. C'est pour ça, aujourd'hui, je veux vraiment en parler. Parce qu'on pense que si on dévoile notre secret, que tout le monde va nous tourner le dos. Et c'est tellement le contraire de tout ça. Oui, parce qu'on a peur qu'on nous colle un peu une étiquette et qu'on nous voit juste comme la personne boulimique, la personne... Exactement, que c'est un titre. Oui, voilà. En fait, tu deviens juste ça. Oui. Alors que c'est pas le cas, finalement. Non, c'est pas le cas. Comment, aujourd'hui, tu décrirais ta relation, du coup, avec la nourriture et avec ton corps ? Alors, la relation que j'ai avec la nourriture, elle est bonne. Elle est très, très bonne. Je fais très attention, surtout aux portions. Parce que moi, le déclencheur, personnellement, c'est quand je me sens pleine. Si je me sens full, c'est là où ça peut déclencher quelque chose dans mon cerveau. Mais je mange ce que je veux. Je fais pas de régime particulier. Mais je mange ce que je veux, mais je fais très attention aux portions. J'écoute surtout mon corps. Quand mon corps a besoin de quelque chose, je lui donne. J'attends pas l'heure du repas. Si je me lève le matin, j'ai pas envie de manger, je vais pas prendre le petit-déj. Mais ça, c'est moi. Je sais qu'il y a des médecins qui disent que c'est pas bien. Mais moi, aujourd'hui, j'ai juste appris à écouter mon corps. Et je lui donne de quoi il a besoin quand il a besoin. Parce que je sais, sinon, ça peut déclencher certaines choses en moi. Mais aujourd'hui, là, j'aime manger. Je prends du plaisir à manger. Je sais que, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde qui s'en sort de cette maladie. Et plein de gens qui aiment absolument, qui prennent pas du tout du plaisir à manger. Et ça, je trouve ça malheureux parce que c'est quelque chose de très agréable au final. Mais je les comprends parce que je suis passée par là aussi. Tu as dû apprendre à avoir du plaisir à manger, justement. J'ai dû apprendre à manger tout court. Ok. Parce qu'avant, pour toi, c'était pas manger, c'était te remplir. De remplir et vider. Et même avant, vu que j'avais pas une bonne relation avec la nourriture, même depuis petite, j'ai dû vraiment apprendre à manger. Donc, c'est étrange de dire ça. Oui. Mais aujourd'hui, j'aime ça. Et maintenant, t'adores manger. T'as découvert que c'était incroyable. Elle est bonne, la bouffe. C'est cool. Surtout en France, en plus, on mange bien, donc ça serait dommage. Aujourd'hui, tu es toi-même professeur de danse et tu as ouvert ta propre école. Qu'est-ce que elle est ouverte depuis longtemps. C'est l'école de ma famille, mais auquel j'en fais partie aujourd'hui. Ah, super.
Et qu'est-ce que tu fais différemment avec tes élèves? Est-ce qu'il y a un message important que tu leur fais passer justement sur la relation avec leur corps? Surtout, je les apprends à danser, je les apprends à comment vivre dans ce milieu. Je les apprends beaucoup de choses sur la psychologie des sportifs de haut niveau. Et surtout, j'essaye de les apprendre à avoir confiance en eux. Et que je ne parle absolument pas de régime, de perte de poids. On parle de la nourriture par rapport à l'énergie qu'il nous faut pour faire ce sport. Des repas à faire avant une grosse compétition, par exemple. Ou ce qu'il faut manger pendant une grosse journée de compète pour garder l'énergie qu'il nous faut pour notre sport. Mais en aucun cas, je parle de leur physique. En aucun cas, je parle de prendre ou de perdre ou de ci ou de ça. C'est surtout de nourrir le corps et pour avoir l'énergie qu'il faut pour être performant. Et oui, parce que ça reste des athlètes de haut niveau. Exactement. Et il y a besoin d'avoir un certain nombre de... Une chose que j'ai pas fait moi-même. Et que si j'ai réussi à être performante, je pense que c'était que le mental. Parce que j'avais rien. Tu vois la différence aujourd'hui, justement? Maintenant que tu te nourris correctement. J'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui, en effet. En effet, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et surtout que je suis libérée psychologiquement aussi. Donc forcément, j'aurais bien aimé être comme je le suis aujourd'hui, avec 20 ans en moins. Je pense que j'aurais été bien plus performante. Oh, t'étais déjà très performante. Maintenant, à 40 ans, enfin voilà, il reste encore un peu de jus dans les pattes, mais je vais pas retourner faire des compétitions de danse, ça c'est sûr. Donc tu fais d'autres choses, tu le fais différemment. Oui, exactement. Dans ton livre, tu dis que tu as pardonné à ton agresseur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le pardon? Et est-ce que c'était important de passer ce cap-là? C'est super important de pardonner en général, parce que sinon on garde ça. En fait, la personne qui va souffrir, c'est qui? C'est nous, c'est moi. Donc j'ai fait mon deuil. Au-delà de dire pardonner, oui j'ai pardonné, mais j'ai surtout fait un deuil avec cette période de ma vie pour moi-même, pour avancer, tout simplement. Si tu pouvais parler à la Katrina qui a 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'elle est belle, qu'elle est talentueuse, qu'elle doit pas écouter tout ce qui se passe autour d'elle, et qu'elle doit y croire, et qu'elle fonce, et qu'elle travaille sans jugement, sans ressentir le jugement, sans juger les autres, de faire ce que lui plaît, en fait, tout simplement. Et à une personne qui a développé des troubles alimentaires, quel message tu aimerais lui transmettre? C'est dur. Tout ce que je peux dire, c'est de donner l'espoir à ces personnes-là en leur disant de parler comme on disait tout à l'heure, de surtout en parler. Mais parfois, elle est compliquée cette question, parce que parfois quand on est dans le déni, on ne veut pas de l'aide. Donc on ne veut pas en parler. Mais à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire désolé pour la souffrance, parce qu'on se fait souffrir et on s'habitue de cette souffrance. Donc, essayez de vous en sortir le plus rapidement possible pour que cette souffrance ne s'installe pas et que ça devienne vraiment une habitude. On va finir avec le traditionnel blind test feeling. D'accord. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'inspire et que tu voudrais nous conseiller? Oh que oui. Oh que oui, il y a un livre qui m'a complètement changé la vie, et ça s'appelle Green Light de Matthew McConaughey. Ce n'est pas un mémoire, mais c'est beaucoup de conseils via ses propres expériences. Oui. Et c'est un homme qui est extrêmement brillant. J'écoute son podcast, mais ce livre et ça existe en français. Donc, ce livre m'a changé la vie. Oui, c'est un livre autobiographique, c'est sur sa vie. Exactement. Oui, c'est ça, il y a mon frère qui est en train de le lire, il m'a dit qu'il était incroyable. génial. Il est absolument incroyable. Et ça a changé ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses aussi. Mais lui aussi, c'est une personne incroyable, apparemment. Je suis en admiration totale de cet homme.
Une phrase qu'on t'a dit ou un conseil qu'on t'a donné qui te booste? Oui. Mon père qui me disait toujours quand je faisais la compète, parce que nous, on fait la compétition tous sur la piste en même temps, il me disait qui sera deuxième aujourd'hui. Et ça m'a toujours donné envie d'être la meilleure version de moi-même en me disant ça. Qui sera deuxième? Parce que c'est sûr que ça sera moi la meilleure. Un petit plaisir simple qui te fait du bien? Un petit plaisir simple. J'adore lire, j'adore écrire. Mais des petits plaisirs. J'adore un petit peu de chocolat. Le soir, un petit carré juste avant d'aller me coucher. Ça me fait plaisir. La dernière fois que tu as pleuré, de joie ou de tristesse? Très bonne question. Je suis quelqu'un de très sensible, donc je suis souvent touchée par des choses. Je pense que la dernière fois où j'ai pleuré de rire, ça devait être jeudi. Jeudi, je me suis tapé une vraie barre. Mais non, je sais pas sinon. La dernière fois que tu as été très heureuse? Aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Ah, parfait. Et pour finir, une musique qui te met de bonne humeur? Une musique qui me met du bonne humeur. Il y en a tellement. Florence and the Machine. You got the love. Ah oui, je vois, mais j'ai pas le titre. You've got the love de Florence and the Machine. Fallait que je la chante. Vraiment, c'est pas ma spécialité, donc désolée pour ça. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Merci Katrina. à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les liens des réseaux de Katrina et de son livre Mon corps, mon combat, publié aux éditions Fayard dans la description. Et puis si jamais vous avez besoin d'un soutien, vous pouvez utiliser Santé Psy étudiant qui vous permet d'accéder à 12 séances gratuites avec un psychologue chaque année. Merci beaucoup.